Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur. Quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Si cet épisode vous plaît, à la fin, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains, de le noter sur iTunes ou de le partager sur les réseaux sociaux pour le faire connaître à vos proches. Vous voyez l'Inde, vous voyez New Delhi, et bien moi je vois Pauline Bivout qui est assise en face de moi, mais qui habite là-bas une partie de l'année. En effet, il y a 6 ans, Pauline a créé Scarlett, une maison d'hôtes au style franco-indien, devenue très vite une boutique-hôtel dans laquelle on pouvait acheter le linge de lit si délicat dans lequel on avait dormi, un pyjama brodé à la main dans l'un des ateliers avec lequel elle travaille, ou quelques bibelots chinés ici ou là. Forte du succès rencontré sur place pour ses créations, Pauline a eu envie de créer sa marque Scarlett Atelier et la partager au plus grand nombre via un e-shop et un showroom à Paris. Une petite marque très inspirante qui a beaucoup de choses à nous raconter entre savoir-faire ancestral et French Touch. Bonjour Pauline. Bonjour Hortense. Alors quand je rencontre un invité pour le podcast, je ne commence pas dès le début par son parcours, mais toi, pour bien comprendre ce que tu fais aujourd'hui, c'est quand même plus intéressant de le savoir tout de suite. Donc est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et ce qui t'a amené à partir en Inde pour la première fois et pourquoi tu y es restée ? Alors, moi je viens d'une grande famille, effectivement, on a un petit peu voyagé avec la famille, mais pas tellement. J'ai surtout fait une école de commerce qui m'a demandé de partir à l'étranger pour un stage. C'est là que j'ai décidé de rejoindre l'Inde où travaillait ma mère beaucoup. Je suis allée travailler 6 mois chez elle, en stage donc, et ensuite j'ai travaillé pour d'autres marques françaises dont je m'occupais de la production textile. Et c'est là, après, que les choses j'ai pris le train en marche, en fait, d'une marque à une autre, et ensuite la maison et tout le reste, et aujourd'hui la marque Scarlett ici en France. Mais c'est rare de partir si jeune, s'installer si loin. Qu'est-ce qui t'a motivée ? Alors motivée, je crois que d'abord quand on est jeune, quand on est jeune, je dis ça comme si j'étais vieille maintenant, mais pas vraiment, on se rend pas du tout compte du loin. Parce que oui, il y a les heures de vol, mais aujourd'hui, entre les Skype, les Instagram, les WhatsApp, on peut être dans le même quartier ou à 10 000 km, ça change pas grand-chose. Après, être à Delhi, effectivement, c'était plein de rencontres, c'était une vie à 300 à l'heure, c'était peu de retours, mais finalement beaucoup d'autres voyages. Et comme on rencontre plein de gens qui sont comme nous, on a envie de continuer l'histoire. Et voilà, le truc, c'est vraiment le train avançait et j'ai continué. Alors, tu as créé Scarlett, qui est une maison d'hôtes. Pourquoi créer une maison d'hôtes ? Alors ça, c'est vraiment une question qui revient souvent. C'est marrant que les gens se posent cette question. Parce que comme tu travaillais dans le textile là-bas, tu aurais pu te lancer, je sais pas, une marque de vêtements. En fait, tout à fait. Mais c'est plus venu d'un côté perso, parce que quand on habite en Inde ou dans un pays étranger, surtout un pays comme l'Inde qui est quand même un peu atypique, où les gens ont peur. J'avais toujours la tante, de la cousine, de l'amie, de machin, qui avait une nièce qui partait et qui avait besoin d'un contact sur place, donc c'était souvent moi. J'ai accueilli plein de gens chez moi, alors avec grand plaisir, j'ai rencontré plein de gens que je connaissais ou que je connaissais pas, peu importe. Et finalement, les accueillir chez soi, on a quand même en Inde, à Delhi surtout, un peu de facilité au niveau du personnel et tout ça, c'est super agréable. Et j'ai fini par me dire, en fait, si j'avais une chambre de plus, j'arriverais à l'occuper, et une chambre encore en plus, et voilà, je suis tombée sur cette maison qu'on m'a proposé de reprendre, et je me suis dit, finalement, c'est quand même chouette, je vais faire ce truc, sachant que je venais d'une famille où on a quand même on aime beaucoup cuisiner, accueillir, organiser des fêtes, des grands dîners, donc voilà, tout ça c'était dans l'accueil, et c'était des choses que j'avais enfouies un peu en moi et qui m'ont permis du coup de faire vraiment ce que j'avais envie. Alors elle ressemblait à quoi ? Enfin elle ressemble à quoi cette maison d'hôtes ? C'est quel style, quelle déco ? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer le lieu ? Cette maison, c'est une petite maison des années 60. Déjà d'extérieur, ce qui m'a tout de suite attirée, c'est qu'il y a un énorme bougainvillier juste devant et que la maison est très blanche. Donc maison blanche, bougainvillier rose et vert, c'était un truc où je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment hyper joli. Ça contraste vraiment entre l'Inde et le côté tout blanc. C'était aussi un truc dont j'avais besoin, le côté très propre, très blanc, très lumineux.
chose qu'on n'a pas forcément en Inde, où on a beaucoup de bois foncé, des appartements dans des rez-de-chaussée très profonds, avec peu de lumière. Là, c'était sur 3 étages, avec des baies vitrées, c'était super ouvert. Ça m'a vraiment... je me suis dit, bah voilà, là, on va être bien, c'est frais, il y a des fleurs, tout ce que j'adore, on y va. Et comment tu l'as créée, en fait ? C'est une maison que j'ai reprise, qui appartenait à un Français qui avait déjà une maison d'hôte là-dedans. Donc j'ai pas vraiment créé le truc de toute pièce, tout était déjà super bien fait. Moi j'ai remis surtout ma patte et un peu de décoration. Alors, quelle déco ? Déco, alors je vais pas dire intégralement indienne parce que j'ai quand même ramené beaucoup de choses dans mes valises, mais surtout des petites choses parce qu'évidemment dans les valises ça prend quand même de la place. J'ai ramené beaucoup de vaisselle de France, j'ai ramené un petit peu de luminaire, des choses un peu plus modernes. Tout ça combiné à tout ce qui est tissu. J'ai trouvé tout ça en Inde, évidemment. Et après, j'ai fait faire beaucoup de choses. En essayant de garder les portraits indiens, tout ce qui était antiquité qu'on pouvait trouver, les vieilles verreries, les fauteuils en bois, le canage. Tout ça, ça vient d'Inde. Ça a un côté un petit peu colonial, mixé avec des petites choses modernes, des broderies. Voilà. Donc, tu étais toute seule à avoir monté cette maison d'hôte. Donc, tu as 25 ans quand tu l'as montée, c'est ça. Tu as 25 ans, tu es en Inde toute seule et tu accueilles des étrangers chez toi et tout va bien. Tu n'as pas eu peur. Alors, l'avantage de la maison d'hôte, c'est qu'on n'a jamais l'impression que c'est des étrangers. Parce que d'abord, il y a tout un truc où on discute par mail, il y a beaucoup de bouche à oreille, donc c'est beaucoup de gens qui sont envoyés par d'autres gens que j'aurais pu connaître ou que je connais. Et finalement, ça, c'est super intéressant de rencontrer tout le temps plein de gens. Vraiment, je me suis jamais sentie toute seule. Au contraire, je trouve que vraiment, tous les jours sont différents. On accueille des nouveaux gens, que ce soit des gens qui restent pour une nuit ou pour une semaine. C'est super sympa. Et après, j'ai été aussi très entourée par mes amis de Delhi, par ma famille. Parce que finalement, l'Inde, ça paraît loin, mais c'est quand même un pays que beaucoup de gens visitent. Pas forcément qu'une seule fois, parce qu'il y a tellement de choses à faire en Inde. Delhi reste une ville un peu, je dirais, facile d'accès et porte pour aller ailleurs en Inde. Donc j'ai quand même eu beaucoup de passages de gens que je pouvais connaître. Je me suis jamais sentie seule, vraiment. C'est Delhi ou New Delhi ? Moi, je connais pas bien. Alors là, pour le coup, on est dans New Delhi, puisqu'on est dans la partie du sud de Delhi, des grandes avenues où... New Delhi, c'est le quartier sud, en fait, de Delhi ? Exactement. Il y a New Delhi en opposition à Old Delhi, qui est là, pour le coup, beaucoup plus au nord. Mais tout ça est dans la ville de Delhi. D'accord. Mais alors, ce style franco-indien dont tu parles, qui était raffiné, chaleureux, paisible, c'est complètement en rupture avec la ville de Delhi. Alors moi, j'y suis jamais allée, mais on avait plutôt une image d'une ville qui grouille de partout. Comment tu as réussi à créer un cocon au milieu de tout ça ? Ça, c'est une bonne question. Je crois que je me suis pas trop posé de questions, en fait. Je l'ai fait comme j'aurais fait une maison n'importe où ailleurs dans le monde, comme j'en avais envie, sachant que j'aime bien ce côté confort. Il y a quelque chose qui sont importantes, notamment la lumière, la musique, les odeurs. Tout ça réuni a rendu cette maison telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que l'Inde peut avoir un peu deux images. On pense, nous, tout de suite aux couleurs, la culture, le savoir-faire dont on va reparler tout à l'heure. Mais la réalité, c'est que ça peut être aussi... Enfin, c'est pas que ça peut être, c'est que c'est quand même pauvre, c'est sale. On parle beaucoup des bidonvilles, la mendicité, beaucoup de monde. Comment tu as trouvé ta place, toi, dans tout ça ? Alors déjà, ma place géographiquement, la maison, elle se trouve dans un quartier... qu'on pourrait dire populaire, mais finalement c'est quand même populaire, ça l'est de moins en moins parce qu'il y a beaucoup d'expats, que c'est de plus en plus propre aujourd'hui et que on se promène, voilà, quand on dit pauvreté, c'est sûr que c'est complètement présent. C'est quelque chose qu'on apprivoise, je pense. D'abord, moi j'ai eu ce premier, je dirais, choc par le fait d'embaucher des gens qui viennent d'un milieu beaucoup plus simple, d'une éducation beaucoup plus simple, dont on connaît évidemment les moyens, on connaît... C'est des gens en plus qui tout de suite deviennent très proches, donc nous racontent un peu toutes leurs histoires, les histoires familiales, on connaît leurs enfants. Moi, je me suis retrouvée dans plein de situations où, effectivement, à 25 ans, c'était un peu rapide par rapport à ce que j'aurais pu vivre ici en France. Mais ça, en fait, c'est tellement touchant, il y a tellement d'affect dans tout ça que je trouve que ça permet de passer au-dessus de plein de choses. La dimension humaine de cette histoire, en tout cas, ça a vraiment aidé dans ce que j'ai pu entreprendre. Tu t'es sentie accueillie Ah, mais complètement.
ouais, complètement. C'était pas l'étrangère qui monte Non, pas du un tout. business au milieu de tout ça. Non, parce que je pense que j'étais pas la première, hein. Il faut pas oublier qu'à Delhi, il y a quand même beaucoup d'Européens, beaucoup d'entrepreneurs. Ça aussi, je dois avouer que ça m'a portée vers ce que j'ai pu entreprendre. Et que en plus, je sais pas si c'est de la chance, mais j'ai eu tout de suite une équipe super soudée. Voilà, aujourd'hui, c'est toujours la même équipe d'ailleurs avec qui j'ai commencé. Et voilà, finalement, on s'est très vite bien entendu. Il n'y a jamais eu de côté la bosse, madame, on s'appelle tous par nos prénoms. Ça, c'était important pour moi, peut-être par mon âge, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de raison. Et je pense que ça marche, puisqu'aujourd'hui, on a toujours les mêmes personnes qui travaillent chez Scarlett. Pourquoi Scarlett d'ailleurs? Scarlett avec un E en plus. Alors, Scarlett avec un E, parce que petite. Être, c'est petite maison, petite première histoire. Moi, c'était ma première aventure, mon premier bébé. Il y avait aussi une histoire de prononciation, parce qu'évidemment, à Delhi, on parle en anglais. Donc, Scarlett, je voulais pas le faire à l'anglaise ni à l'américaine. Il fallait que ça reste un peu Indo-French entre les deux. On a essayé avec toute l'équipe de le prononcer à la française, Scarlett, et ils le disent tous super bien maintenant. On dit bien Scarlett. On dit Scarlett. Alors, ta maison d'hôte est devenue après une boutique hôtel. On trouvait quoi? En fait, tu as voulu commencer à vendre des produits, c'est ça? En fait, tout de suite, dès le début, parce que je me suis vite pris au jeu de devoir aménager une maison. C'est quand même super chouette, surtout en Inde, où on peut faire plein de choses très rapidement avec des matériaux très différents. Dès que je pouvais vendre une chaise, vendre un tableau, c'était génial parce que ça me donnait une occasion d'aller en chercher un autre pour le remplacer dans la maison. Les draps, la vaisselle, les luminaires, enfin tout finalement était à vendre. Donc c'est ce qui t'a donné envie de créer après une marque, Scarlett Atelier, c'est bien une marque? Exactement. Tu vends des produits que toi, tu fais du linge de maison, des nappes, des housses de couette. Comment tu travailles? En fait, c'est exactement des produits que j'ai développés pour la maison. Donc au tout départ, c'était la housse de couette, l'été d'oreiller, puis on a fait le kimono qui pend dans le placard de la chambre, le tapis de bain brodé, qu'est-ce qu'on avait sans rentrer dans le cliché des petites pantoufles, du masque pour les yeux et tout ça. On a essayé de développer un pyjama bien foutu, dans 2 tailles, tout doux, dans un tissu qu'on n'allait pas trouver ailleurs, mais quand même classique, le petit carreau, la petite rayure, dans des techniques qu'on utilise en Inde, qui soient vraiment locales, mais dans un style où quand on va rentrer, on n'aura pas l'impression de rentrer d'un voyage à l'autre bout du monde et d'un truc où on se dit oulala, c'était bien là-bas, mais ici je le remettrai jamais. Mais alors comment tu as développé ces produits? Parce que c'est un autre métier, il a fallu que tu trouves des fabricants, enfin je sais pas, même pas si on dit fabricants, des ateliers. Je venais de ce milieu puisque je faisais de la production textile avant. Et c'est comme ça que je suis rentrée au début en Inde que j'ai commencé ma grande carrière, si je puis dire. Je m'occupais de la production textile pour des marques, une notamment qui m'a beaucoup appris, et c'est grâce à tout ça que je suis arrivée à faire Scarlett Atelier, qui est donc la marque de linge de lit. Alors c'est vrai que je faisais de la production de vêtements, donc c'est pas... Mais ça n'empêche que le travail est le même finalement, hein. Le tissage du tissu, les broderies, c'est toujours la même chose. Alors tu t'appuies sur le savoir-faire indien. C'est quoi le savoir-faire indien en fait? Alors le savoir-faire indien traditionnel, je dirais, c'est beaucoup de travail manuel. Ils ont beaucoup de mal en Inde aujourd'hui à perpétuer ce travail, puisque attention à ce que je vais dire, mais les vieux, si je puis dire, ont du mal en fait à retranscrire le geste manuel à leurs enfants, qui aujourd'hui, eux, veulent être pompiers, vendeurs de téléphone portable. C'est plus du tout leur rêve de tisser des tissus, d'imprimer à la main, de faire des teintures. Voilà, donc ça devient difficile. Moi, j'ai vraiment envie de perpétuer tout ça parce que c'est magnifique à voir. C'est vraiment un truc... que ça soit fait par un homme, par une femme, peu importe l'âge, peu importe la région, c'est toujours différent, chacun a sa technique. De regarder, moi je peux regarder pendant des heures une brodeuse broder sur un tambour, de voir ce truc qui finalement sort, ce dessin et tout ça, c'est quand même incroyable. Il faut vraiment le voir pour le croire et pour, je trouve, apprécier la matière, le travail après. Parce que chacune de tes pièces donc, sont faites dans des ateliers, c'est pas industriel. Non, alors...
Il faut vraiment nuancer tout ça parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Inde et du travail en Inde de milliards de manières différentes. Moi, aujourd'hui, j'essaye de travailler avec des ateliers. Quand on dit atelier, c'est vraiment des petites structures. Mais ça n'empêche qu'il y a des machines qui sont avec des mécanismes soit automatisés, soit électriques. Finalement, la machine mécanique, c'est ce qu'on retrouve souvent. C'est-à-dire qu'il y a quand même un homme derrière, ou plusieurs personnes, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le filage du coton au rouet, comme on le voit sur les photos de Gandhi, c'est très difficile à trouver, c'est très très cher, mais il y a des machines aujourd'hui qui sont mécanisées et qui permettent ce tissage du tissu, par exemple. Ça, c'est dans la partie tissage. Après, toute la partie impression au bloc, là, c'est complètement manuel, on a beaucoup vu, c'est quand même très tendance, surtout en ce moment. Les blocs tamponnés, alors là il faut regarder, c'est toujours des personnes un peu plus âgées parce qu'effectivement les jeunes à Jaipur et dans le Rajasthan, ils n'ont aucune envie de faire ça. C'est un travail qui est super minutieux, qui est très beau, qui présente plein d'irrégularités et qui du coup donne vraiment une vie au tissu. Ça, c'est ce que je trouve très important. Tout comme le tissu qu'on appelle khadi, tissé à la main, où il y a des irrégularités, il y a vraiment une vie, plus on le lave, il y a souvent des gens qui me demandent d'ailleurs si le block print, la couleur rouge, elle va vraiment rester rouge. Non, elle va devenir un petit peu rosée, effectivement, parce que ça passe, parce que plus vous allez laver, plus ça sera doux, mais il y a aussi que le tissu, l'impression, elle va un peu s'évaporer avec le temps, et c'est ça qui est très beau. Mais tu crois que l'Inde va perdre ce savoir-faire alors si la nouvelle génération n'a pas envie de suivre ? C'est un énorme risque, et c'est surtout qu'aujourd'hui, on dit block print, qu'on pense imprimer à la main, mais qu'on est en train de faire à la machine, parce que, évidemment, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus rapide. Ah oui, voilà, ce sont quand même des techniques qu'on peut reproduire industriellement. Bien sûr, bien sûr. Il y a deux énormes problèmes. Le premier, c'est effectivement que les jeunes n'ont pas forcément envie de faire ce job, mais l'autre, c'est aussi que les acheteurs, je ne vais pas dire les Français, parce que c'est dans le monde entier, les Indiens, ils achètent aussi beaucoup leur propre production. On n'est plus prêt à mettre le prix derrière un tel travail. Moi, dans la façon dont je travaille aujourd'hui, ça m'est super important. Alors, c'est peut-être et certainement parce que j'ai vu tout ça avant en Inde, que j'ai pas du tout envie d'avoir des stocks de tissus en trop. J'essaye vraiment de tisser le tissu nécessaire, de fabriquer ce dont j'ai besoin et de pas surstocker, vendre à des prix défiant toute concurrence un tissu qui a été tissé à la main avant, mais comme j'en veux plus, finalement, on se retrouve à brader tout ça. Donc, il faut aussi savoir que ça prend du temps, que c'est cher, qu'il y a des défauts, mais finalement, c'est ça qu'on aime avec le travail de l'Inde. Sinon, on irait le faire par une machine, ça serait moins cher. Oui, mais tu disais, il y a quand même des marques, de plus en plus de marques qui viennent en Inde. Ça devient The Place to Be, notamment, il y a le salon du meuble, c'est un petit peu différent du textile. Il y a de plus en plus de marques qui font produire là-bas. Pourquoi l'Inde ? Il n'y a pas que l'Inde ? Non, alors c'est pas de plus en plus, je crois qu'il y a toujours eu. Ah, il y a toujours eu ? Il y a toujours eu, mais on en parle de plus en plus, effectivement, parce que c'est très simple. Ça devient de plus en plus simple. On peut communiquer dessus, en fait, c'est ça que tu veux dire ? On peut communiquer dessus, mais on peut aussi... aujourd'hui, les Indiens se déplacent beaucoup plus, ils viennent à nous, ils viennent nous chercher, ils sont capables de faire beaucoup plus de choses que le simple pashmina brodé au fin fond du Cachemire. Même dans les motifs, dans les couleurs. Aujourd'hui, ça devient plus simple, effectivement, mais pas qu'avec l'Inde. Je pense que ça devient plus simple avec tous les pays de faire de la production à l'étranger. Mais toi, comment tu peux tirer ton épingle du jeu face à ces grandes marques qui vont du coup faire quasiment peut-être la même chose, mais pour du coup peut-être 3 fois moins cher si elles le font, si elles passent par des industries. Alors c'est là que finalement, moi je vais aller chercher un public un peu plus, avec un œil un petit peu plus affiné, qui aime l'histoire, qui va aimer ce que j'aurais raconté. Souvent, c'est quand même des gens qui sont passés par la maison ou qui suivent un peu, effectivement, toutes ces techniques, tout ce qu'on peut mettre en œuvre, qui ne soit pas... par exemple, aujourd'hui, moi, j'utilise que du coton dans la collection de Scarlett. D'abord parce que j'adore, mais aussi parce que ça pousse en Inde, en fait. Que le lin, par exemple, on me demande souvent du lin, c'est pas un produit, c'est pas une matière qui pousse en Inde, donc ça fait voilà, chaque pays sa spécificité, et aujourd'hui c'est le coton qu'on va chercher en Inde. C'est pour ça que moi je travaille que ça. Et comment on peut distinguer une petite marque justement qui fait 100% main et locale comme toi d'une autre ?
si on a envie d'aller vers ce genre d'éthique? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'effectivement, on est beaucoup sur le grand marché du linge de maison. On ne peut pas savoir. C'est difficile. Après, moi, c'est des tissus vraiment que j'adore. Aujourd'hui, dormir dans une couette Scarlett, il n'y a jamais personne qui m'a renvoyé la housse de couette en me disant en fait, j'aime pas. Bien au contraire, c'est plus non, mais j'adore, je veux en acheter pour d'autres, j'en veux pour mes enfants, mes machins. C'est sûr que c'est cher, mais c'est des produits, on revient quand même beaucoup à tout ce qui est trousseau, produits de qualité, qu'on n'ait pas à jeter, qui soient intemporels dans le temps, dans les couleurs, dans les motifs. Et finalement, moi, ça, c'est ce que j'aime. C'est exactement de cette manière que j'essaye de vivre et que je consomme et finalement, ça me ressemble. Quand on commande en ligne, c'est envoyé d'Inde ou de Paris? C'est envoyé de Paris, évidemment, puisque on peut pas. Donc, en fait, moi, je fais tout venir en bateau en une fois. Je stocke, grâce à l'aide gentille de mon oncle Bernard, dans un entrepôt en Picardie et je vous envoie effectivement directement de France. Toi, tu vas encore sur place? Enfin, oui, j'imagine, Ah oui. évidemment, tu vas sur place. Oublie ma question, mais à quel moment tu es à Paris ou en Inde? En fait, c'est pas réglé complètement. Aujourd'hui, c'est tellement facile de prendre un vol pour Delhi. J'ai l'impression que je prends le bus ou le RER quand je vais à Delhi maintenant. Oui, parce que tu es habituée. Parce que moi, demain, si je vais en Inde, je prépare 6 mois avant mon vol, mon voyage. Mais oui, parce que moi, je suis habituée, parce que j'ai pas les histoires de visa, parce que j'ai l'impression d'être passée 50 000 fois par ces douaniers, par ces trucs. Mais oui, évidemment, je comprends que j'y vais tous les 2 mois, je dirais. Mais c'est pas régulier, ça dépend. Il y a aussi des saisons, parce que c'est sûr que Delhi en octobre, c'est beaucoup plus sympa que Delhi en juillet. Mais t'as pas forcément besoin d'être sur place pour contrôler. Maintenant, tu as des fournisseurs avec qui tu as confiance. Ouais. Alors, plus que des fournisseurs, c'est vraiment des partenaires. J'en ai peu, mais c'est des gens avec qui je travaille. C'est des coups de cœur, en fait, dans le temps que j'ai passé en Inde avant. C'est vraiment des gens avec qui je me suis super bien entendue. Et parce que moi, c'est super important de travailler aussi dans une atmosphère où on se fait confiance, où on n'est pas à essayer toujours de tirer sur les uns et les autres. Donc moi, effectivement, je travaille avec quelques ateliers, notamment un atelier de femmes qui brodent à Calcutta, avec qui on a appris beaucoup de choses ensemble. Eux, ils m'ont appris plein de choses à la broderie, ils m'ont permis finalement de réaliser beaucoup de choses par moi-même. Mais d'un autre côté, moi, je leur ai appris simplement à faire une facture, à appeler FedEx et à appeler UPS, chose qu'elles n'avaient jamais fait, les filles. Et ça, c'est assez magique. Donc c'est vraiment des partenaires, ouais. C'est pas du tout... Mais toi, tu as un intermédiaire pour les transactions, la négociation, ou ça, c'est toi qui gères aussi? Non, c'est moi qui fais. C'est pas très compliqué. Je pense que c'est une habitude, et puis c'est toujours plus ou moins la même chose. Tes motifs sont très sobres, tu le disais toi-même tout à l'heure, c'est plutôt des rayures, des petits carreaux, c'est plutôt rouge et bleu marine, c'est très joli, c'est très raffiné, mais tu aurais pu profiter de leur expertise, couleurs, motifs, t'as pas voulu aller vers ça? Alors moi, le côté ethnique, pas du tout. C'est pas du tout moi. Effectivement, je suis toujours très intemporelle, très classique, finalement. Oui, très bleu marine, très rouge, pas beaucoup de violet, ça c'est sûr. Donc carreaux rayures, je me suis pas mal inspirée aussi de motifs moghols que j'ai pas créés, mais d'inspiration. Mais effectivement, toujours classique et même traditionnel, je dirais. Donc t'as pas eu à créer de motifs? Non. Enfin, je dis non, mais si, finalement. J'ai une amie qui est très chère, qui dessine pour moi des motifs, en aquarelle surtout, mais c'est pas inventé, c'est sûr que c'est des inspirations. Et tu la trouves où, ton inspiration, justement? Alors ça, c'est très difficile de répondre parce que un peu partout en voyage, pas que en Inde d'ailleurs, dans des bouquins, dans des expos, comme tout le monde, hein, je suis pas particulière à d'autres. Non, voilà, c'est plus... il faut ouvrir l'œil. Qu'est-ce qui te manque de Paris quand tu es là-bas et quand tu es ici? Quelle partie de l'Inde te fait défaut, je dirais? Alors, qu'est-ce qui me manque de Paris et ce qui m'a manqué, qui m'a fait en fait revenir un peu ici? Pour Scarlett, je pense que clairement c'est ma famille et les amis et la vie ici. Quoique j'avais jamais habité Paris, donc finalement je me retrouve nouvelle parisienne. Quand je suis à Paris et qu'il me manque de l'Inde, évidemment, il y a plein de choses, il y a toutes ces facilités, il y a ce côté où il fait quand même toujours beau, même s'il pleut, on a l'impression que la lumière est super jolie.
c'est un pays où vraiment tous les sens sont complètement ouverts tout le temps. Alors c'est sûr que c'est fatigant et que le soir on est content d'aller se coucher parce qu'on voit du matin jusqu'au soir des milliards de choses différentes, que chaque journée est différente et ça c'est un vrai moteur je trouve. Parce que l'Inde, c'est quand même un pays particulier et vivre à l'étranger demande aussi de toute façon une certaine ouverture d'esprit. Comment ça se travaille? Toi, c'était inné? Non, pas du tout. Mais j'ai jamais réfléchi à cette question. Je pense Tu as fait les choses très naturellement, j'ai l'impression, depuis le début, en fait. Ouais. Complètement, c'est vraiment le train que j'ai pris en route. J'ai été super portée par mon entourage en Inde, que ce soit à l'époque ou parce qu'évidemment, en restant quand même quelques années à l'étranger, il y a beaucoup de passages et ça tourne beaucoup. Mais j'ai fait plein de super rencontres, et que ce soit mon entourage resté en France ou mon entourage de Lélie, je me suis toujours sentie super, vraiment portée par tout ça, et effectivement, j'ai pris le train en chemin. Et je suis certaine qu'avec ce podcast, du coup, tu vas donner envie à des tas d'auditeurs d'aller voyager en Inde. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour toi, quelles sont si tu devais nous donner 3 bonnes raisons d'aller en Inde? Parce que c'est un pays qui peut faire peur aussi. C'est vrai que je dois souvent répondre aux questions de comment je dois m'habiller, qu'est-ce que je dois manger, voilà. Mais non, surtout n'ayez pas peur, c'est vraiment un super pays. Pourquoi ça nous fait peur d'ailleurs? Parce que je pense Est-ce que tu peux comprendre que si on n'y a jamais été, ça puisse faire peur d'aller en Inde? Je le comprends maintenant parce que je vois tout ce qu'on dit sur l'Inde, notamment dans les fameux reportages de la télévision. Mais quand je suis sur place et avec ce que j'ai pu vivre en Inde, non, je comprends pas du tout parce que moi personnellement, j'ai jamais eu de problème vivant seule, fille blonde, entrepreneur, j'ai jamais eu. Oui, alors effectivement, j'ai rencontré des choses, des histoires, mais jamais dangereux, quoi. C'est sûr que c'est des choses qui m'ont permis d'avancer, d'apprendre plein de choses, mais non, j'ai jamais eu peur, vraiment. Donc pour en revenir aux 3 bonnes raisons de venir en Inde, d'abord il n'y en a pas 3, il y en a évidemment 1 milliard. Pour moi, il y a un côté aujourd'hui très moderne de l'Inde où il y a quand même plein de jeunes qui se lancent dans des choses nouvelles, dans, comment dire, l'entretien des villes. Il y a notamment, par exemple, une ville que j'adore qui s'appelle Jodhpur, où on peut acheter beaucoup de meubles anciens, et neufs aussi, qui est vraiment repris en main par la famille du Maharaja, et tout est super propre. Ils ouvrent des très jolis hôtels, des maisons d'hôtes, des restaurants, dans un côté pas clinquant comme on pourrait voir ailleurs. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant à voir, en fait, le tournant qu'est en train de prendre l'Inde. Ensuite, une deuxième raison, évidemment, il ne faut pas oublier quand même que la nourriture est excellente. Et la troisième, il faudrait venir chez Scarlett à Delhi. Mais c'est difficile de vous conseiller uniquement Delhi, parce que l'Inde, c'est gigantesque et qu'il y a des milliards de choses à faire. L'Inde, est-ce qu'en 10 jours, on peut avoir fait le tour ou non, c'est en plusieurs voyages de toute façon. Petit tour, un tout petit tour, je dirais. Il faut venir plusieurs fois en Inde, parce que d'abord, ça évolue super vite, et qu'il faut prendre la température à différents moments de sa vie personnelle en soi, et aussi de l'année, de l'évolution de ce pays, qui évolue hyper vite. J'ai oublié de te demander, tu proposes aussi des objets chinés un peu typiques, et là on est chez toi et j'en vois certains, tu les chines où? Où est-ce que ça se trouve? Partout, ça c'est vraiment au détour de mes pérégrinations en Inde. Pas mal de promenades dans le Rajasthan. Alors Rajasthan, c'est sûr que Jaipur, Jodhpur, on trouve beaucoup, mais finalement... Le gros avantage de l'Inde, c'est que c'est très très différent du nord au sud, et que ce qu'on va trouver dans le nord de l'Inde, dans le Cachemire, à Bombay, à Goa, c'est hyper différent, même dans le mobilier, dans le tissu, dans les matières, dans plein de choses. Mais j'ai beaucoup acheté en Inde, effectivement. Ouais. Donc là, on est chez toi, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Comment tu définirais ton style déco? Quelle déco tu aimes? J'aime beaucoup de choses, c'est toujours très classique, c'est sûr que c'est pas folklore. Je pense que j'ai été bien piquée par l'Inde, clairement. Après, dans les couleurs et tout ça, c'est toujours assez sobre, je prends pas d'énormes risques. Quelle est ta palette de couleurs, par exemple? Clairement bleu marine, toujours. J'aime beaucoup jaune, j'aime beaucoup rouge. Après, voilà, je me lance pas beaucoup dans d'autres choses. Et quand on voyage beaucoup, en fait, on a tendance à rapporter pas mal de bibelots de voyage. Donc, l'appartement, après, peut être un peu chargé, un peu ethnique. Comment on peut se créer une déco bohème sans tomber là-dedans? Alors moi, du coup, je suis pas du tout comme ça, mais je pense que c'est parce que toute ma déco bohème et ethnique se trouve à Delhi dans la maison. Donc, j'ai eu la chance d'arriver ici en terrain neutre avec rien du tout. J'ai quand même réussi finalement à ramener 2-3 petites choses.
mais pas tous les bibelots que j'aurais pu acheter. Où est-ce que toi tu fais ton shopping déco? Tu rapportes pas forcément tout d'Inde, du coup tu as des petites boutiques que tu aimes bien en France? Oui, mais ça c'est un peu... J'ai pas d'adresse précisément, c'est un peu au détour de mes coups de cœur. Alors beaucoup de voyages quand même, c'est vrai qu'un week-end au Maroc ou au Liban, j'arrive toujours à trouver un petit truc. Que ça soit un tableau, que ça soit une lampe, il y a toujours un truc. Istanbul, beaucoup de choses. Là, en fait, je profite d'être rentrée un peu dans cette partie du continent ici pour voyager et faire d'autres villes et d'autres pays que je n'avais pas forcément l'occasion de faire quand j'étais en Inde. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses aussi ailleurs. Quel est ton dernier achat déco, justement? Alors, mon dernier achat déco, c'est une lampe que j'avais déjà pour moi, que j'ai rachetée pour une copine qui m'est très chère. C'est une lampe soufflée à la bouche de Syrie. Et est-ce qu'il y a un achat que tu regrettes, que tu as déjà rapporté, qui était peut-être encombrant, et en fait tu te demandes ce qu'il fait là aujourd'hui? Ah bah ouais. Et je suis super triste parce que je l'adore. C'est un petit banc d'écolier, mais je ne sais pas où le mettre dans mon appartement. Je l'ai acheté dans une brocante. C'était compliqué de le ramener en France. Ah oui, t'as pas ramené ton banc d'Inde? Non. Bon, ça, je trouve toujours un endroit où les placer. D'abord parce que j'anticipe et je les ramène pas sans savoir où les mettre. Et est-ce qu'il y a un achat dont tu rêves? Alors là, récemment, mais c'est pas du tout un truc indien. Pour le coup, c'est un tapis dessiné par Franck Emas pour les oies sauvages. Là, peut-être que c'est un truc que j'aurais pas osé si on me l'avait pas montré tout fait. Parce qu'il est un peu coloré. Ah. Attention. Alors, on va terminer avec les questions à What 1000. Question à 13 €, le prix d'une séance de cinéma. Est-ce que tu crois que Slumdog Millionnaire a triché? Non, ça c'est vraiment le fruit du hasard. À l'indienne, c'est exactement comme ça que ça se passe en fait. Question à 9 €, le prix du DVD de Lost in Translation. Est-ce que tu te sens plutôt Scarlett O'Hara, affranchie et libre, ou Scarlett Johansson, l'actrice la mieux payée au monde en 2018? Non, bah Scarlett O'Hara, évidemment. Moi, j'ai aujourd'hui la possibilité de faire tout ce que j'ai envie et ça, c'est vraiment chouette. Question à 2,50 €, le prix d'une portion de frites dans un fast-food. Tu es plutôt cheese naan ou cheeseburger? Cheese naan. Cheeseburger, pas du tout. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas à me suivre, Hortense Déco, sur les réseaux sociaux et à partager l'épisode sur Facebook, Twitter ou Instagram. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.